Salut camarades! La dernière fois, nous avions commencé à revivre ensemble la geste de Frédéric II, légendaire empereur germanique du XIIIe siècle, de son riche régno sicilien à la cour impériale allemande, en passant par la curie romaine et les cités lombardes, et ce, jusqu'au mythique royaume de Jérusalem, dont la capitale est précisément perdue pour la chrétienté depuis 1187, malgré déjà 3 tentatives de reconquête. Or Frédéric, en tant qu'empereur, servir et protéger la chrétienté, c'est plutôt son boulot. Ainsi, dans toute sa ferveur religieuse avant même de devenir empereur, il a donc promis en 1215 à son avènement en tant que roi des Romains de partir en croisade pour reprendre la ville sainte. Sauf que bon, la chevalerie, la foi, tout ça, c'est bien, certes. Mais la puissance et les ressources qu'en tant que plus puissant prince d'Europe il compte allouer à ce pieux projet, déjà il les détient en contrepartie des devoirs du souverain envers ses États, et surtout, dans son cas, il s'agirait même déjà d'abord de mettre la main dessus, tout simplement. L'Empire sort de 20 ans de guerre civile et la Sicile de 30 ans de dilution du pouvoir royal au profit des barons. Il a donc eu du taf, ça on l'a vu. Plus problématique encore, ça n'est pas parce qu'il est le plus puissant prince d'Europe qu'il a les coups des franches. Au contraire, servir et protéger le monde chrétien, il doit le faire conjointement avec le pape. Or, depuis le XIe siècle et les réformes grégoriennes, les pontifes ont de plus en plus tendance à se vouloir seul chef et arbitre suprême de la chrétienté, dont les empereurs ne seraient alors que les bras armés. Et puisque Frédéric, avec sa double couronne, est encore plus puissant que ses prédécesseurs impériaux, donc potentiellement d'autant plus menaçant, l'Église, qui voit alors s'enchaîner parmi les papes les plus énergiques et autoritaires du Moyen-Âge, veut certes bien collaborer avec lui, comme subordonné, disons, mais tout en se méfiant, cherchant donc des moyens de le museler, ou du moins de faire pression sur lui, afin précisément de lui imposer la prééminence pontificale. Et la méfiance est plus que réciproque, Ainsi, Frédéric, en faisant ce vœu de croisade, s'est lancé dans un numéro d'équilibriste, jonglant avec ses devoirs envers ses États autant qu'avec ses devoirs envers l'Église, parfois pas du tout compatibles. Le tout, du coup, pour un résultat mitigé. En effet, nous l'avions certes laissé à la tête de 2 puissances germaniques et siciliennes désormais restructurées et consolidées par une décennie d'efforts, mais au prix d'un ajournement un petit peu trop systématique aux yeux de l'Église de son départ en croisade. Église qui, en la personne de l'autoritaire Grégoire IX, n'attendait que ça pour rappeler son autorité suprême à ce trop puissant prince. Le voilà excommunié en 1227, exclu de la communauté chrétienne, à la merci du bon vouloir de Rome. Sauf que, là où d'aucuns se seraient alors montrés dociles pour faire lever l'excommunication, la Stupor Mundi n'en fait rien. Mis au banc de la chrétienté, bravant l'interdit pontifical, il part tout de même, ce que Grégoire ne lui pardonnera jamais, en croisade. Car le pape n'est pas le seul à avoir des devoirs envers Dieu. Reste à savoir lequel des deux prouvera aux yeux du monde qu'il le sert le mieux. Mais d'ailleurs, à trop s'en vouloir le meilleur serviteur, ne risquerait-il pas l'un comme l'autre, par hubris, de devenir précisément l'exact inverse ? Nous l'avions donc laissé tandis qu'il appareillait depuis Brindisi en juin 1228 pour la Terre Sainte, abandonnant pour un temps ses royaumes à la merci d'un pape s'entourant d'alliés hostiles à Frédéric, et pire encore de mercenaires. Mais comme nous l'avions dit, il n'a guère le choix. Il n'y a qu'en reconquérant Jérusalem ce que nul n'a réussi en 40 piges, qu'il pourra à son tour faire pression sur le pape et ainsi lever son excommunication. Après, faites-lui confiance aussi pour y trouver son avantage. Typiquement, dans le genre gérer les affaires chrétiennes en même temps que les affaires impériales, il profite de la traversée pour rouvrir quelques vieux dossiers. Il fait ainsi un court passage à Chypre à l'été 1228 pour y rappeler la suzeraineté précisément obtenue avant lui par son père sur l'île. D'autant plus qu'il est devenu entre-temps roi de Jérusalem, et que la noblesse du royaume de Chypre est aussi celle de Jérusalem. Sauf qu'il ne le sait pas encore, mais c'est ainsi qu'il va rencontrer, après les Lombards et le pape, un nouveau type de mur. Sa conception occidentale et surtout impériale du pouvoir fonctionne mal en Orient. Donc, quand il veut se mêler des querelles entre factions de barons, notamment le clan des Ibelins, qui depuis la chute de Jérusalem sont les plus importants des 2 royaumes, on s'inquiète un peu. Quand il exige qu'on lui amène le jeune roi de Chypre, Henri, son vassal, au nom duquel Jean d'Ibelin, leader de la majeure partie de la noblesse, a gouverné comme régent jusque-là, on grince des dents. Mais Jean, digne fils de son père Balian qui assura la défense et la reddition de Jérusalem en 1187, a l'intelligence diplomatique d'obéir, ne voulant pas faire foirer la croisade à venir pour si peu, d'autant moins que lui et les barons comptent sur celle-ci pour recouvrer leurs terres perdues en Syrie et en Palestine. Mais alors quand, habitué depuis la Sicile à mater du baron, l'empereur, pendant un banquet à Limassol les réunissant tous en sa présence, les fait soudain encercler par des hommes en armes et demande à Jean non seulement des comptes sur la gestion des finances du royaume de Chypre ces dernières années, afin de récupérer la dite thune, pour sa croisade, peut-on imaginer, et en plus carrément en Syrie de lui rendre la seigneurie de Beyrouth, propriété de Jean, sur laquelle le nouveau roi de Jérusalem estime qu'il n'a aucun droit,
là ça commence à faire vraiment beaucoup pour les barons locaux. Attention, on va bien être gentil, mais va pas falloir commencer à filer des ordres. Si. Quoi? Heureusement qu'une fois de plus, à l'oriental, Jean, connu pour sa diplomatie et sa connaissance du droit, la joue finement. Pour ce qui est des finances de Chypre, pas de souci. Il s'explique docilement à son suzerain légitime, expliquant que les finances ont été utilisées au service du royaume pendant sa régence et avant ça celle de son frère, et à rien d'autre, l'essentiel ayant été remis à la reine-mère et non à lui et son frangin. Mieux, il accepte même de confier ses fils comme otages à l'empereur en guise de sa bonne foi. Mais pour ce qui est de Beyrouth, il lui explique calmement mais fermement qu'il peut aller se gratter. Déjà, les droits, il les tient du couple doublement royal, Aimeri de Lusignan, roi de Chypre, et Isabelle de Jérusalem, reine de celle-ci, qui en plus était sa demi-sœur. Et surtout, il explique à Freddy que s'il est suzerain du royaume de Chypre, ça, y a pas de souci, il n'est en revanche que roi titulaire de Jérusalem, au nom de sa femme Isabelle, morte qui plus est peu avant, en mai 1228. Donc, il est Mimi, Frédéric, mais il ne règne que temporairement, et uniquement au nom de leur nourrisson Conrad. Mollo, donc, sur l'autocratie. Oh, Frédéric, il aime pas. Et c'était sûr que ça allait mal se passer, en fait. Le royaume de Jérusalem et les États latins d'Orient en général, c'est bien particulier, d'autant plus depuis la mort de Baudouin IV. La noblesse y est farouchement attachée à ses coutumes et sa manière collégiale de diriger le pays, surtout donc depuis une cinquantaine d'années, tradition qui s'inscrit en plus dans l'histoire très particulière au niveau féodal des États latins d'Orient, où les nobles vont jusqu'à rappeler que le premier roi, en soi, il a été choisi par ses pairs, ok? Alors on se calme. Pas étonnant donc que les nobles voient d'un mauvais œil cet autocrate étranger, pas aussi légitime qu'ils le pensent, débarquer pour leur imposer son pouvoir impérial à tendance quasi absolue. Et à l'inverse, faut bien reconnaître aussi que Frédéric se rend pas bien compte de là où il fout les pieds, habitué à imposer le respect et l'obéissance par sa simple présence et son pédigré long comme le bras. Mais voilà, l'Orient, latin ou pas, ça n'est pas l'Occident, mon petit pote. D'ailleurs, de manière plus rigolote encore, un autre prince latin va l'envoyer bouler, Bohémond IV d'Antioche et de Tripoli. Antioche avait en effet, elle aussi, autrefois, reconnu la suzeraineté d'Henri VI, le père de Frédéric, donc là aussi, celui-ci compte bien la rappeler. Mais Bohémond, en digne petit descendant de notre cher Bohémond à nous, qui n'en a donc clairement pas envie, fait semblant d'être épileptique, voire carrément fou, et en profite pour rentrer dardard à Antioche. Non, définitivement, il n'est pas prêt, Frédéric. Bref, définitivement, ça va mal se mettre avec la noblesse locale. Et dans les deux sens. Certains chevaliers auraient même proposé à Jean d'Ibelin de le fumer discrètement. Ce à quoi Jean aurait répondu en gros que, non, c'est leur seigneur, donc s'ils veulent faire entendre leurs justes revendications et réticences à son autorité, il faut qu'ils respectent leurs propres obligations vassaliques envers lui, ce qui commence par ne pas le buter. Mais ça n'implique nullement en revanche de se soumettre docilement, loin de là. Bon, à ce stade, on commence à se demander s'il est si bon que ça, Stupor Mundi, là. Non, parce que, soyons honnêtes, sa croisade, il n'a pas encore foutu un pied en Palestine, qu'il est déjà excommunié, qu'il ne sait pas ce que le pape manigance dans son dos en Europe, et qu'à peine arrivé en Orient, les locaux contestent déjà sa triple autorité de chef de la croisade, roi de Jérusalem et empereur du monde chrétien. C'est plus Frédéric Hohenstaufen, là, c'est François Hohenpignon. Et du coup, la stupeur du monde prend un tout autre sens. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bref, après ces frictions chypriotes, se contentant de mettre des hommes à lui à la tête des forteresses royales de l'île, il part ensuite pour Acre, capitale de ce qui reste du royaume de Jérusalem. Ça y est, enfin, on y est, la croisade. Il y arrive en septembre 1228 avec une armée peut-être un chouïa maigrichonne. Au total, les meilleures estimations parlent de 10 à 12 000 hommes, soit moins que le seul contingent allemand durant la troisième croisade. Du coup, même si l'arrivée proprement dite a lieu dans la joie et la bonne humeur, les barons latins, entre ça et ce qu'on vient de dire, ils déchantent assez vite, et ils s'en cachent pas. En même temps, ça fait 40 piges qu'ils attendent l'arrivée providentielle d'un puissant empereur romain germanique, le dernier Pépé s'étant de manière assez frustrante connement noyé ou hydrocuté en route. Pire, ça fait près de 15 ans qu'au vu des promesses de Frédéric, ils l'attendent lui, espérant que sa croisade sera encore plus massive et réussie que la troisième justement, comme il claironnait lui-même qu'elle le serait. Or le gars met 15 piges à radiner pour débarquer finalement non seulement avec 3 pélos qui vomissent encore les glavios de leur épidémie italienne de l'été 1227, mais en plus en pétant plus haut que son cul. Ça la fout mal.
Logiquement aussi, même s'il est d'abord bien reçu par les Templiers et les Hospitaliers, d'autant plus ravis de le voir enfin débarquer pour récupérer l'Orient latin qui connaissent sa générosité pour un autre ordre religieux militaire, les Teutoniques, ça va vite se compliquer, puisqu'ils dépendent du pape. Pape qui leur a formellement interdit, toujours pour faire foirer la croisade, de bosser avec l'excommunié. Du coup, seuls les Siciliens, Allemands, Teutoniques, Génois et Pisans suivront l'empereur désormais, tandis qu'Anglais, Français, Templiers, Hospitaliers et le clergé local y sont beaucoup plus réticents. Bref, cette croisade ne ressemble à rien, ça part mal, ce qui est d'autant plus mauvais signe que de sa réussite dépend le retour en grâce de Frédéric en Europe, où le pape non seulement sabote sa croisade, mais vous allez le voir, en prêche quasiment une autre contre lui. Mais faites-y confiance. C'est un Stauffen le machin, comme papa et Pépé, c'est un cador. Alors non, pas forcément militairement, mais comme à ses habitudes, politiquement et diplomatiquement. Aujourd'hui, le gagnant, c'est pas l'homme fort, intelligent, mais le petit combinard. Celui qui sait manier le chantage comme une Winchester. Et surtout, la confusion dans la clarté. Connaisseur du monde musulman, contrairement aux précédents chefs croisés, il est ainsi finalement plus proche de ce qu'étaient les anciens rois de Jérusalem, qui avaient bien compris un truc. Mieux vaut exploiter les dissensions de leurs adversaires musulmans que leur faire frontalement la guerre. Il n'y a qu'à voir à l'inverse comment Salah ad-Din n'a pu conquérir Jérusalem que parce qu'il avait soumis ses rivaux musulmans, justement. Or de fait, ces dernières années, côté Ayyubide, c'est-à-dire la dynastie kurde issue précisément du père de Salah ad-Din, Ayyub, dynastie qui depuis domine l'Égypte, la Palestine, la Syrie et la Djézireh, c'est un peu le dawa. On l'a un peu dit la dernière fois, 3 des neveux de Salah ad-Din, Al-Kamil, Al-Muazzam et Al-Ashraf, se partagent l'ensemble, reconnaissant l'un d'eux, Al-Kamil, Al-Malik Al-Kamil Nasir ad-Din Muhammad, comme sultan dominant les autres. Et on l'a vu aussi, ça marche au début assez bien. C'est ainsi qu'ils sont parvenus ensemble à repousser en Égypte la 5e croisade en 1221. Mais après ça, des tensions éclatent à nouveau dans le sultanat, et pire encore, dans la fratrie, principalement entre le sultan Al-Kamil du Caire et l'émir Al-Muazzam de Damas. Donc, la perspective d'une nouvelle croisade, celle de Frédéric, en plus de cette guerre civile, sans compter par exemple les pressions khwarezmiennes au nord, elles-mêmes générées par la pression mongole, ça n'enchante guère le sultan. Ainsi, dès 1226, avant même le départ de Frédéric en croisade, des échanges d'ambassades ont lieu entre Al-Kamil et lui pour tenter non pas tant de calmer le jeu et d'éviter la croisade, que de carrément chercher une alliance militaire contre son frère Al-Muazzam de Damas, promettant en échange à l'empereur une partie des terres de celui-ci, la Palestine et Jérusalem. Et ça, Frédéric, il l'a pas oublié depuis, conscient dès lors que sa croisade sera plus diplomatique que purement martiale, et donc aussi plus susceptible de réussir. Sauf que quand Frédéric débarque en septembre 1228, non seulement ses effectifs sont plus maigres que ceux annoncés en 1226, mais surtout Al-Muazzam est mort depuis peu, ce qui simplifie un peu, sans pour autant la régler complètement, la tâche d'Al-Kamil. Donc même si Frédéric va lui rappeler ses promesses de 1226 et dire qu'il ne se cassera pas tant qu'elles n'auront pas été honorées, Al-Kamil n'a plus guère de raison de les respecter. Décidément c'est toujours pareil, il serait parti un petit peu plus tôt, il se serait évité des emmerdes. Vous allez finir par vous lever ou je vous fais sortir du lit par la garde. Mais ça va. Mais non, ça va pas. Vous n'escomptez tout de même pas être en retard. Mais c'est bon, j'ai le temps, il faut 5 minutes pour me préparer. Mais oui, à condition de pas bouffer, de pas se peigner, de pas se laver et de s'habiller avec ses fringues dégueu. Pas s'habiller, c'est en armure. En armure, oui. Ça fait 15 jours que je vous dis d'aller la chercher parce que vous l'avez oublié. Mais c'est pas vrai. Eh si. Mais de toute façon, à ce stade, Frédéric limite, je dis bien limite, Jérusalem, mis à part ses sentiments chrétiens, il s'en tamponne, c'est juste qu'il n'a plus le choix. Parce que ces emmerdes en Italie, dont il reçoit des nouvelles, elles s'aggravent, et ce qu'il pouvait craindre de pire est arrivé. D'une part, la Ligue lombarde, coalition de cités nord-italiennes hostiles au pouvoir impérial, qui devait d'ailleurs lui envoyer des troupes pour sa croisade mais envoyé Pozob, et qui est toujours soutenue en sous-main par le pape Grégoire IX, elle a repris du poil de la bête, et conteste son autorité impériale à nouveau. Mais surtout, le pape, non content d'avoir relevé les sujets de l'empereur de leur serment d'allégeance envers lui et inondé les cours européennes de diatribes contre lui, a carrément levé des taxes sur différents clergés européens pour lever des troupes, ensuite a foutu les clés de Saint-Pierre sur l'épaule de ses troupes, la croix il n'a pas osé quand même, et les a confiées à Jean de Brienne, ravi de se venger de son beau-fils Frédéric qui lui a piqué la couronne de Jérusalem. Et pourquoi tout ce merdier ? Pour envahir le royaume de Sicile, le Regno, sous prétexte que la papauté ne l'avait initialement que concédé aux Hautes-Villes, ancêtre maternel de Frédéric, et que celui-ci, excommunié qui plus est, n'a pas respecté ses engagements vassaliques, notamment vis-à-vis du clergé. En vérité, Grégoire cherche ainsi à régler d'un seul coup, qu'il légitime grâce à l'excommunication, les 3 points principaux qui l'opposent au trop puissant Frédéric, la suzeraineté de la Sicile, la mainmise sur le clergé sicilien,
et l'union de l'Empire au nord et de la Sicile au sud, dangereuse pour le pouvoir pontifical. Raison pour laquelle, entre autres, il s'associe aussi aux Lombards d'ailleurs. Pas étonnant donc que Frédéric doive récupérer Jérusalem coûte que coûte, et fit ça afin de rentrer dardard en Europe, s'opposer à cette invasion. Il ne lâche donc pas le morceau avec Al-Kamil, intensifiant un jeu de pression et d'échange où sultan et empereur se jaugent autant qu'ils s'admirent, cherchant tous deux à régler ça au plus vite. Oui, parce que même si ça va mieux pour Al-Kamil, c'est pas encore ça, et l'armée de Frédéric, maigrichonne ou pas, ça reste quand même une belle épine dans le pied. Ce dont Frédéric sait pertinemment jouer d'ailleurs. Typiquement, histoire de rouler des mécaniques et d'aller fortifier Jaffa, l'empereur fait parader ses troupes le long de la côte, avec celles du royaume et des ordres militaires derrière, qui marchent à un jour de distance pour respecter l'interdit du pape et ne pas donner l'impression d'obéir à l'excommunié. Mais vu que c'est quand même pas super pratique, on trouve un compromis pour réunir tout le monde. On donne les ordres non au nom de l'empereur, mais de Dieu et de la chrétienté, qu'il sert lui-même, comme ça passe. À moins qu'il se prenne carrément pour Dieu, ce qui serait plus gênant. On va y revenir. How do you know your God? Simple. When I pray to him, I find I'm talking to myself. Léger incident cela dit, Frédéric, toujours aussi directif, demande aux Templiers de lui livrer une forteresse à eux. Mais ils le prennent mal et l'envoient paître. En même temps, il pliait déjà pas devant les authentiques rois de Jérusalem, alors devant un gars qui n'est que régent temporaire, bon. Et là aussi, habitué à être obéi au doigt et à l'œil, il va mal le prendre. Mais méfiez-vous, parce qu'il a bonne mémoire. Bref, n'empêche, au bout du compte, Al-Kamil, dans le doute, qui a d'abord peu apprécié cette démonstration de force et rompu les négociations, mais dont le pouvoir est malgré tout toujours contesté ça et là, reprend les pourparlers. En réalité, il a surtout compris, face à l'entêtement de l'empereur, que les croisés ne lui lâcheront pas la grappe tant qu'ils n'auront pas récupéré Jérusalem. Or là, ils sont pas trop nombreux, au pire, c'est gérable. Mais s'ils repartent bredouille, y a moyen qu'ils reviennent vite, et en masse. Il réfléchit donc. Déjà, en 1213, Innocent III avait proposé à son père Al-Adil un traité visant à récupérer Jérusalem sans effusion de sang. Ensuite, durant la 5e croisade, pour préserver l'Égypte, lui-même a proposé de refiler aux croisés l'ensemble de la Palestine, ce qui a été refusé, les croisés voulant aussi tenir l'outre-Jourdain pour sécuriser Jérusalem. Plus tard, en 1226, il a proposé de donner à Frédéric la Palestine, alors à son frère Al-Muazzam, en échange de son alliance contre lui. Alors cette fois-ci, la menace étant moindre, pourquoi ne pas juste lui refiler Jérusalem, histoire que les croisés se cassent et ne reviennent pas? Ça paraît peut-être con, mais un accord est ainsi trouvé, conclu par le traité de Jaffa en février 1229. Il concède aux croisés la ville de Jérusalem, ainsi que Bethléem, 2-3 autres bleds et un corridor jusqu'à la côte, avec libre circulation pour les musulmans évidemment. Mais à Jérusalem, 2 choses. Les lieux saints musulmans, c'est-à-dire le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, restent aux mains des musulmans. Et surtout, il y a plus ou moins interdiction, c'est pas très clair, de reconstruire les murailles. Le tout pour une trêve de 10 ans. Bref, une location en gros. Non, parce qu'au bout de la trêve, faut pas imaginer que Jérusalem isolée et sans murailles va tenir bien longtemps. C'est sûr que ça ressemble moins à un champion de l'islam et un champion de la chrétienté ayant fait triompher leur foi respective qu'à 2 vieux politicards ayant monté un tour de passe-passe pour être peinards. Il paraît loin, le glorieux et fervent XIIe siècle. Ça risque donc de gueuler un peu, mais ça, visiblement, il s'en cogne. Si les gens ils voient ça... Oui, je sais mais pas les si gens, Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. De fait, ça hurle dans les 2 camps. Les musulmans sont horrifiés, lieu saint conservé ou pas, de voir brader une ville sainte sans coup férir face à une armée pourtant maigrichonne et divisée, tandis que les nobles du royaume de Jérusalem, déjà bien frustrés de voir qu'on va pas du tout récupérer leurs terres, beuglent d'autant plus qu'il est absurde d'imaginer tenir la ville sainte sans les murailles ni les régions autour. Et les Templiers, eux, soutenus par les Hospitaliers, sont outrés de voir qu'ils ne vont pas du tout récupérer leur QG, le fameux temple, c'est-à-dire la fameuse mosquée Al-Aqsa, demeurée aux mains des musulmans. Fallait pas refuser une forteresse à Freddy en même temps. Dans le même genre, les rares terres récupérées ne sont pas attribuées à leurs anciens seigneurs, mais aux Teutoniques, chouchous de l'empereur, ce qui rend encore plus jaloux Templiers et Hospitaliers, sans parler des barons spoliés. Même les marchands italiens gueulent, de peur de voir leurs partenaires de Damas, défavorables au traité, les bouder désormais. Bref, vraiment, ça râle dans tous les sens, mais le sultan et l'empereur s'en battent les noix. Al-Kamil à la paix, Freddy à Jérusalem. Équilibriste, toujours. Faut bien dire, Frédéric a réussi sa course contre la montre, et dans des conditions pas fastoches. On parle quand même d'un empereur excommunié, ce qui implique en soi qu'aucun chrétien ne doit l'aider, qui a récupéré Jérusalem pour la première fois en 40 ans et 4 croisades, sans soutien papal, sans même livrer bataille, en 6 mois et avec 3 pélos qui toussent.
Fortiche. Autant dire que Grégoire enrage en apprenant la nouvelle. Alors que c'est précisément ce qu'il voulait éviter et qu'il a tout fait pour l'empêcher, il vient de se faire humilier et va pouvoir difficilement désormais légitimer aux yeux du monde chrétien sa propre invasion de la Sicile, toujours en cours. D'ailleurs, même s'il ferait mieux de rentrer justement au plus vite, Frédéric ne peut pas ne pas faire le touriste. Le 17 mars 1229, il visite donc évidemment la ville sainte, visite ayant donné lieu à bon nombre de rumeurs. Ainsi, on dit qu'accueilli par le cadi Shams ad-Din, qui eut la délicatesse de demander au muezzin de la cité de se taire pendant le séjour de l'empereur, eh bien celui-ci se serait plaint ensuite, au contraire, de ne les avoir pas entendus. Ou alors que pendant sa visite du Haram al-Sharif demeuré aux mains des musulmans, admirant particulièrement le dôme du rocher, il aurait plaisanté avec ses guides musulmans avant de tataner un prêtre chrétien ayant osé faire l'aumône devant les portes. En vérité, il faut surtout voir là-dedans l'incrédulité des chroniqueurs musulmans devant l'attitude de ce roi chrétien face au monde islamique. Incrédulité qu'on retrouve d'ailleurs dans les descriptions qu'ils font de ses ancêtres siciliens, familiers aussi de l'islam. Bah oui, d'ordinaire, ils sont plutôt habitués à voir les rois chrétiens ou chefs croisés faire preuve d'une ignorance crasse, voire d'un mépris orgueilleux à l'égard de l'islam. De la même manière, cette attitude de Frédéric les rend d'autant plus confus qu'ils l'accusent du coup d'être un mauvais chrétien, ce qui était loin d'être vrai mais a contribué à sa légende. Et ce parce que les religions du livre devaient à leurs yeux être scrupuleusement suivies par leurs adorateurs. Ils vont même ainsi jusqu'à le tourner en dérision, le décrivant chauve, petit, au visage rouge, à la mauvaise vue, bref, pour les citer, ne valant pas 200 dirhams au marché aux esclaves. Vous avez la même avec les manches longues et un col fermé? Mais non, mais ça se porte comme ça. Tu vas mourir de chaud. Bah oui, mais je suis obligé de me couvrir complètement, j'attrape des brûlures épouvantables, j'ai une peau de roue. T'as qu'à mettre de la crème. Mais bref, surtout, pendant son séjour, l'excommunié se rend au Saint-Sépulcre où, dit-on, sans doute par analogie ultérieure avec Napoléon, il se couronne lui-même le 18 mars 1229, geste de défi ultime à l'égard du pape. Mais là aussi, calmons-nous, c'est un mythe. Bah oui, il est déjà roi de Jérusalem depuis son mariage. Il n'a pas de raison de se recouronner. Et il porte alors beaucoup plus probablement sa couronne impériale, qu'il était en revanche, et c'est tout aussi classe que de se couronner tout seul, le premier à porter dans la ville sainte. Un geste très fort à une époque où l'on considère que son prédécesseur Charlemagne, qui n'a pourtant jamais foutu un panard en Orient, fut en quelque sorte le premier croisé. Et un geste d'autant plus fort que certaines prophéties millénaristes attendent ça depuis longtemps. On avait évoqué par exemple, quand on travaillait sur François Ier, la vieille légende de l'empereur des derniers temps, devant unir les couronnes d'Orient et d'Occident avant de les apporter à Jérusalem pour les offrir au Christ lors des derniers jours. Eh bien Frédéric est peut-être celui qui s'en est le plus approché. Ça lui est peut-être même un chouïa monté à la tête. Typiquement, il fait un grand discours aux pèlerins, en allemand, pour expliquer qu'après près de 15 ans, il a enfin pu, malgré toutes les difficultés, honorer son vœu de croiser. Que son pouvoir impérial, faisant de lui le chef temporel du monde chrétien, il le tient de Dieu lui-même, et que désormais, pour le salut du dit monde, la paix doit être faite avec le chef spirituel de celui-ci, le pape, qui doit donc éviter de sortir de la dite prérogative spirituelle. En gros donc, maintenant que Frédéric a plus qu'honoré sa part du contrat en réussissant là où roi, empereur et pape échouent depuis 40 ans, il faut que Grégoire se calme. Mais enfin ça n'a pas l'air gagné quand même. Pour toute réponse à ce discours et ce séjour hiérosolomitain, le patriarche de Jérusalem, fidèle au pape, fait carrément, situation inédite et absurde, jeter l'interdit sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'au nez des croisés accomplissant leur pèlerinage, il fait fermer toutes les églises de la ville la plus sainte de la chrétienté, sous prétexte qu'elle a été mal reconquise. Non mais au bout d'un temps, ils sont jamais contents, les curetons aussi. Donc bon, c'est bien beau, mais il n'a pas que ça à glander, Freddy. Il veut donc rentrer peu après en Italie, autant poussé au cul par les locaux qui peuvent de moins en moins le voir en peinture, et réciproquement, il en a ras-le-bol de ce pays de fous où ses prétentions autocratiques se mangent un mur et où personne n'est jamais content, que parce que le pape envahit toujours plus ces terres sud-italiennes, faisant carrément croire à la mort de Frédéric pour que la résistance sicilienne s'effondre. Ça va être sympa le retour. Croyez-le, croyez-le pas. Tout le patelin était en deuil. Il s'apprêtait à célébrer mes obsèques, c'est con. Elle est choucarte, celle-là, ou pas? Nous, en tout cas, on a reçu beaucoup de lettres de condoléances. Oui, j'ai l'impression que ce phénomène est un peu... Tout le monde croit que vous êtes mort, en fait. Il y en a beaucoup qui écrivent pour dire qu'ils sont contents aussi. Ouais. Il quitte donc Acre le 1er mai en se faisant éloquemment bombarder d'abats et autres déchets sanguinolents de la part des bouchers de la ville, c'est dire. Il laisse le royaume de Jérusalem à un régent permanent, divisant profondément le dit royaume pour la décennie qui vient, entre la noblesse locale, menée par les Ibelins, et les représentants impériaux, qui n'ont, mais alors, pas du tout la même conception du pouvoir. Pareil à Chypre, sur le retour. Certes, il reprend le contrôle de l'île et de son jeune roi, et évince les Ibelins de la régence au profit de leurs rivaux qui achètent celle-ci très cher, ce qui rend flou les caisses de l'empereur après sa coûteuse croisade. Sauf que, les Ibelins, ils vont tout récupérer en moins d'un an.
Bref, l'Orient, même si symboliquement ça a de la gueule et qu'on a fait une belle OP propagande autour de ça, je parle de la cour de Frédéric évidemment, bah dans les faits c'est quand même globalement un échec. Même si Frédéric envisage très probablement d'y revenir quand il aura les mains plus libres en Europe. Pas tout de suite quoi. Ce passage à Jérusalem a en tout cas très probablement causé un déclic chez lui. Après avoir jusqu'ici visiblement recherché humblement la paix avec le pape, toujours prêt à faire des concessions, soucieux d'établir la précieuse concorde impérialo-pontificale nécessaire au salut de la chrétienté, il va désormais défendre l'universalisme impérial romain bec et ongles, plus fermement que jamais jusqu'ici. De fait, puisqu'en libérant Jérusalem, il a œuvré dans le sens de Dieu, alors même que celui qui se veut le représentant de Dieu sur terre, le pape, s'y opposait, il est en droit de s'interroger. Non pas sur la légitimité de l'Église ou du pontificat, qu'en bon et fervent chrétien il ne remet pas en doute, mais sur celle des hommes qui accèdent à ce pontificat, qui eux peuvent être faillibles. Et ce là où lui est certain d'être désigné par Dieu lui-même. N'est-il pas l'héritier des empereurs? N'a-t-il pas reconquis presque encore un enfant le trône impérial de manière quasi miraculeuse? N'est-il pas roi de Sicile, là aussi par grâce directe de Dieu, et d'autant plus après toutes les difficultés traversées? Ne vient-il pas de libérer Jérusalem? Pourquoi donc devrait-il être le simple bras armé de l'Église, à plus forte raison quand elle est mal dirigée, quand il semble si manifeste, de par sa fonction autant que par son vécu, qu'il est un élu de Dieu? Ainsi, il opposera désormais à l'image pontificale du vicaire du Christ supérieur au petit monarque temporel, une image établie par le théocratique Innocent III, celle du nouveau David, élu de Dieu devant apporter le salut à ses sujets, voire carrément l'image du Christ roi supérieur aux hommes et devant gouverner toute terre au nom de Dieu. Bref, ça y est, il a vrillé. Bon, de manière moins grandiloquente et clairement blasphématoire, peut-être se voit-il en tout cas comme le Novus Dux précédent et terrassant l'Antéchrist, qui doit rénover la chrétienté et rétablir l'Église dans sa pureté apostolique et originelle, sa croisade venant ainsi clôturer en beauté une sorte de synthèse idéologique impériale mélangeant des éléments romains, siciliens, allemands et bibliques de la sacralisation du pouvoir. Et ce nouveau rôle qu'il se découvre, Frédéric ne compte pas le jouer que face au pape, mais à tous ceux avec qui il se montrait jusque-là désireux de collaborer, ou du moins de dialoguer, mais qui n'ont montré à ses yeux qu'ingratitude irréfléchie et petitesse égoïste, comme les Lombards ou les barons d'Orient. Tant pis pour eux s'ils sont incapables de saisir la main impériale, pourvoyeuse de paix et de justice, quand elle est généreusement tendue. Ils le regretteront, et il ne va pas entraver pour si peu l'irrésistible marche en avant du pouvoir qui lui a été confié par Dieu pour le salut du monde. Ce serait sacrilège. Ah, ces deux grands-pères, qui en leur temps s'inspiraient déjà du code justinien pour revendiquer un statut de monarque indépendant, autocratique et universel, à l'autorité indiscutable car conférée par Dieu lui-même, seraient fiers de lui. Il vient d'aller clairement plus loin. Ainsi meurt définitivement l'enfant d'Apulie, longue vie à la stupeur du monde. Et justement, pour commencer à la plus grande stupeur du monde, le libérateur de Jérusalem va aller tataner le pape. Enfin, ses troupes. Et ça traîne pas. Arrivé en juin 1229 à Brindisi, il reprend rapidement la main d'ici l'automne. Confiscation des propriétés des ordres militaires soutenant le pape, une ou deux bastons, une ville rasée pour s'être donnée au pape et sa population pendue ou massacrée, démission de Jean de Brienne qui se barre en France, et zou, fini la guerre des clés. Oui, les soldats du pape portant les clés de Saint-Pierre sur l'épaule, face aux croisés portant eux la croix, quand je vous dis que le XIIIe siècle est spirituellement agité. Du reste, vu ce succès, il pourrait profiter de la situation pour envahir les territoires pontificaux, dont certains, comme le duché de Spoleto et la marche d'Ancona, sont depuis longtemps contestés entre pape et empereur, et ainsi aller secouer directement les puces de Grégoire IX à Rome. Mais il s'arrête à ses propres frontières, désireux uniquement de retrouver le modus vivendi qui existait autrefois entre lui et Honorius III, par exemple. Pas rancunier, le gars! Même si bon, il y a aussi une certaine logique, il n'y a que le pape qui peut lever l'excommunication, donc pas sûr qu'aller l'humilier devant le monde chrétien entier arrange grand-chose. Are you insane? Well, let's find out, shall we? Go on, over. Come on, let's have a look. Bien conscient de ça d'ailleurs, Grégoire, assez rageur et refusant d'abandonner le seul levier qu'il a pour obtenir gain de cause sur Frédéric, s'obstine encore quelques mois, nécessitant l'intervention des princes germaniques, du grand maître teutonique Hermann von Salza, intermédiaire privilégié entre empereur et pontife, et même des cardinaux pour que la paix soit enfin signée en juillet 1230 à San Germano. Et encore,
pas de gaieté de cœur. L'excommunication est levée, une amnistie royale est délivrée au soutien du pape, comme les ordres religieux militaires, et d'autres concessions sont intelligemment faites pour amener le colérique pontife et l'orgueilleux empereur à une entente relativement cordiale. Une fois de plus donc, Frédéric a été bon diplomate, et a sauvé in extremis son royaume de Sicile. Mais la crise a cela dit révélé que d'aucuns y semblaient tout de même assez prompts à la rébellion. Et ça, à ses yeux, c'est intolérable, surtout après les années déjà passées à y consolider son pouvoir après 1220. Donc, pour rétablir durablement l'ordre, la force pourrait certes être utile, mais il y a peut-être mieux à faire que ça pour l'élu de Dieu. C'est pourquoi, dans la foulée, en juillet 1231, événement majeur qui a beaucoup fait pour sa légende et qui s'inscrit dans un siècle très législateur où ses deux grands-pères notamment s'étaient illustrés, autant que les grands papes de la période, qui tous étaient juristes, il instaure les constitutions de Melfi, ou telles qu'on les appela plus tard, Liber Augustalis. En gros, un code de loi que beaucoup ont dit très novateur, préfigurant même pour certains le fonctionnement des États modernes, mais faut-il vraiment crier au génie? Bah bof. Là aussi, Frédéric est en réalité moins novateur que continuateur de la politique normande de ses ancêtres, et ce code est moins révolutionnaire, seul 1/5 de ses lois est nouveau, que, très complexe dans son détail, pour changer. Vu l'histoire agitée et cosmopolite du pays, et la tendance médiévale à considérer que plus une loi est ancienne, plus elle est bonne, c'est un code de loi, écrit à plusieurs mains, ce qui ne facilite déjà pas la tâche, compilant des bouts de loi canoniques, byzantines, normandes, lombardes, voire même ibériques, et, bien évidemment, dans la continuité de Roger II, de lois romaines. Or son grand truc, à Roger, souvenez-vous, c'était l'affirmation du pouvoir royal, ce qui inspire largement Frédéric. I warn you, there can be only one justice in this country, and that is the king's. En effet, admirateur de Constantin et Justinien, Roger II s'était beaucoup inspiré des lois justiniennes pour placer son pouvoir royal au-dessus de la loi, puisque c'est à lui d'édicter celle-ci selon son sens de la iustitia, la justice, la morale, la vertu, bref, un sens acquis de droit divin, comme son pouvoir. Ce qui lui a entre autres permis de rendre son tout nouveau royaume, fondé en 1130, absolument indépendant, tout comme le monarque selon cette même conception, et tout puissant. Bref, donc, hors de portée des trois emmerdeurs qui louchaient dessus à l'époque, les empereurs d'Orient et d'Occident, et le pape. Du coup, Frédéric, s'inspirant lui aussi de Justinien, empereur du droit, mais aussi d'Auguste, empereur de la paix, va juste pousser ce raisonnement royal normand encore plus loin. Ainsi, les constitutions de Melfi sont un code de loi typiquement normand, au sens où il cherche ce qu'il y a de plus pragmatique dans chaque loi d'un corpus très éclectique, afin d'affirmer le pouvoir royal, rappelant que le monarque choisi par Dieu doit seul établir la loi en son royaume pour corriger les péchés et vices de ses sujets selon la loi divine. Et donc sans nécessairement passer par le pape et l'Église pour ça. Ce qui, vu l'histoire de la Sicile, permet de contourner la suzeraineté pontificale par exemple. En tout cas sur le papier ça a de la gueule. Ainsi en gros, l'État très centralisé est sacré. Le monarque, certes conseillé par la Magna Curia, la grande cour, est quasi absolu. Contester le pouvoir et la loi du souverain relève en quelque sorte de l'hérésie, puisque celui-ci tient son pouvoir et sa conception de la justice de Dieu, et inversement l'hérésie, en tant que rébellion envers Dieu, constitue aussi une rébellion envers le souverain. La bureaucratie, directement nommée par l'empereur, est centralisée et détaillée hiérarchiquement comme Jaja, les procédures judiciaires sont systématisées, les citoyens chrétiens sont égaux devant la loi, etc. Les nouveaux fonctionnaires impériaux, eux, inspirés de ceux mis en place par son grand-père Roger II, lui-même s'inspirant de la bureaucratie byzantine, sont généralement d'origine assez modeste, impliquant qu'ils ne doivent leur ascension qu'au roi par reconnaissance de leur bon service, et surtout ils se surveillent entre eux, avec notamment un contrôle autant par le haut, via leurs supérieurs, que par le bas, avec les doléances du peuple 2 fois par an. Enfin, toujours sur le papier, parce que dans les faits, bon. C'est une connerie ces histoires de doléances. Comment ça, sire? Mais oui, vous dites aux gens, venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Et les mecs ils sont pas cons, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. En outre, pour éviter toute corruption, ils ne doivent, toujours sur le papier, avoir aucun lien, bien ou engagement dans la province où ils sont affectés, et n'y rester qu'1 an, pour y assurer donc gouvernement, justice, direction militaire, police, etc. Et il faut bien dire qu'avec tout ça, conséquemment, ça simplifie. Il n'y a plus la myriade d'autorités féodales, municipales, ecclésiales ou monacales typiques de l'époque, ce qui bien évidemment soulaçait le pape, puisque l'Église avait d'ordinaire une part immense dans la juridiction médiévale. Et c'est pas tout. Poussant toujours plus loin la pensée politique de Pépé, il met en place des monopoles commerciaux d'État, réforme les douanes pour se concentrer sur celles aux frontières avec des magasins d'État, fait des bureaux de change, bains et abattoirs la propriété de l'État, impose des poids et mesures uniformes grâce à l'État, etc. Il met même en circulation l'Augustalis, une superbe monnaie d'or,
or qu'il fait venir d'Afrique du Nord, contre son blé sicilien, profitant même parfois des famines locales pour en tirer des taux ahurissants, le vicieux. Bref, une pièce à la romaine, le présentant comme un empereur romain, alors qu'on est dans le royaume sicilien, on n'est pas dans l'Empire en soi. Hein. Une pièce telle qu'on n'en avait plus vue localement depuis l'Empire et qu'on n'en verrait plus avant le XVe siècle. Et là non plus, puisque contrairement à ses ancêtres, il n'est pas que roi de Sicile, mais aussi empereur, rien d'étonnant à ce qu'il aille plus loin qu'eux, même si pas toujours de manière bien maligne, hein, accentuant à certains égards une forme de déclin de l'économie sicilienne, certes aussi due aux 30 ans d'interrègne chaotique l'ayant précédé, il faut le dire. Typiquement, puisque face aux riches lombards et au pape notamment, il a donc plus de dépenses à assurer en tant qu'empereur, on a vu comment les empereurs avant ça cherchaient eux aussi à tirer d'Italie le plus de pognon possible pour compenser leur manque de revenus en Germanie, eh bien ça va jusqu'à sa mort lui coûter des fortunes. Il va emprunter plus que n'importe quel autre empereur avant lui, surtaxer ses sujets siciliens, on parle à un moment de 22,5 tonnes d'or d'impôts en 15 ans, d'évaluer à gogo, il y a 16,5% d'argent fin dans un denier en 1225 contre 3% en 1249, et ainsi l'économie sicilienne, sans pour autant se casser la gueule, voit quand même s'arrêter là l'essor connu au XIIe du temps de ses ancêtres. Dites-vous qu'à un moment il manque tellement de thunes qu'il paye provisoirement ses soldats avec des pièces de cuir. Pas de cuivre, hein, de cuir, qu'il échange ensuite contre leur vrai salaire, c'est vrai, mais c'est sûr qu'il vaut mieux bien prendre le temps de bien leur expliquer, aux gars. Nous prenez pas trop pour des cons quand même. Bon, alors mettons que ça représente ce que vous gagnez par jour en travaillant ici. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Attendez, on n'a jamais dit qu'on voulait te payer avec des oignons, nous! Ah bah c'est sûr! Mais bref, avec toutes ces réformes, au moins, pour citer Kantorowicz, une administration, une justice et une économie uniforme avaient doté le pays d'une armature rigide, même s'il faudra en réalité attendre quelques années avant que les constitutions de Melfi ne soient appliquées. Et niveau rigidité d'ailleurs, c'est vrai qu'il ne s'arrête pas là, hein. Il interdit les mariages avec des non-siciliens, sauf avec autorisation expresse de son auguste majesté, tout comme certes il ouvre la première université laïque au monde, celle de Naples, mais parce qu'il a précisément interdit à ses sujets d'aller étudier en dehors du royaume. Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la Stupor Mundi s'est aussi rendue célèbre et moderne pour avoir été très féru de science, là aussi en bon héritier de la cosmopolite et brillante cour de Sicile, où, surtout dans la première moitié du XIIe siècle, se côtoyaient mondes musulmans, grecs, juifs et normands. Ce qui s'estompa, cela dit ensuite, avec le départ progressif des musulmans de l'île dans la seconde moitié du siècle, et la latinisation proportionnelle de celle-ci, surtout à partir des années 1180, au détriment, en plus des musulmans, des Grecs. Donc déjà, certes, Frédéric s'entoure ainsi de savants avec qui il aime discuter théologie, philosophie, mathématiques, astronomie, astrologie, médecine, législation, littérature, architecture, art antique et même biologie, écrivant d'ailleurs aussi à des savants de par les mondes chrétiens, musulmans et juifs, jusqu'au Yémen même. Mais déjà, ça n'a rien de surprenant pour une cour à l'époque, cour pontificale incluse. Et en plus donc, on faisait déjà mieux et plus varié à la cour de ses ancêtres normands. Donc là aussi, il faut relativiser un petit peu. Après, pour sa défense, sa cour aurait sans doute eu plus de gueule et de moyens si au lieu de se balader avec en tous sens en Italie et en Allemagne entre deux coûteuses opérations militaires ou deux diètes impériales, il avait pu, comme ses ancêtres, l'installer confortablement et richement à Palerme par exemple. Néanmoins, sa cour itinérante a de la gueule tout de même, et n'a d'ailleurs pas grand-chose de dissemblable à ses contemporaines nomades. À tel point que ça ne l'a pas empêché, démesurément passionné qu'il était de fauconnerie, de brillamment écrire au milieu de ses déplacements un traité resté célèbre pour l'incroyable richesse de ses observations, le De Arte Venandi cum Avibus, de l'art de chasser au moyen des osios. Et d'ailleurs, puisqu'on parle nomadisme et fauconnerie, quand des envoyés mongols lui demandèrent de se soumettre évidemment et de choisir un poste à occuper au service du Khan, probablement dans son Keshig, il répondit en plaisantant qu'il choisirait celui de fauconnier. Allez, parle! Papa, parle! Allez! Allez! Merde! Grossier personnage! Le prix que je t'ai payé! Hein? Ne le répète pas! Allez! Parle! Parle! Et bref, cet attrait pour la science, on le retrouve donc dans sa politique. Outre la fondation du Studium, c'est-à-dire l'université de Naples, il est ainsi peut-être le premier souverain médiéval à prendre d'amples mesures de développement de la santé publique, en fondant notamment l'université médicale de Salerne, et s'intéressant même aux problèmes de salubrité de l'air. Soit, enfin là non plus, n'en faisons peut-être pas trop des caisses. Déjà, l'université de Naples, il interdit à ses sujets d'aller étudier ailleurs, précisément pour qu'elle forme les fonctionnaires indispensables à ses velléités de pouvoir central. Et si elle est la première, elle s'inspire quand même beaucoup des universités ibériques de Palencia et de Salamanque, fondées respectivement en 1208, 1212 et 1218. Quant à son école médicale de Salerne, elle est rapidement hors jeu face à celle de Montpellier, qui dépend alors de l'Aragon.
Bah oui, c'est alors surtout dans la péninsule ibérique que ça se passe, en Castille, en Léon ou en Aragon, à tel point que sa propre cour dépend intellectuellement de ce qui se produit là-bas, où contrairement à son royaume de Sicile, collaborent encore vraiment intellectuels juifs, musulmans et chrétiens, comme à Tolède, immense centre de traduction. Ainsi, la cour de son contemporain Alphonse IX de Léon et Castille a bien plus de gueule que la sienne, et le petit-fils de celui-ci, Alphonse X, ira encore plus loin en ce sens, méritant, selon Robert Burns, plus encore que Frédéric, le titre de Stupor Mundi. Bref, même s'il ne faut donc pas oublier de regarder ce qui se fait autour pour éviter de crier au génie trop vite, faut bien admettre que Freddy fait du beau boulot en Sicile sur plein de plans, juridiques, politiques, culturels, etc. Par exemple, il favorise aussi l'émergence de l'italien vernaculaire, via le sicilien, et encourage les lettres en s'inspirant de la culture provençale, sans clairement l'égaler pour autant là non plus. Mais enfin, c'est peut-être ainsi qu'est né le sonnet, même si tout le monde prétend avoir inventé le sonnet. De fait, les fonctionnaires, à la suite du chancelier Pietro della Vigna, Pierre des Vignes, pratiquent beaucoup la poésie, tout comme bourgeois et chevaliers, et ce probablement à partir de 1231, de plus en plus à la fin du règne, et plus encore sous ses fils, qui étaient poètes et chansonniers eux aussi. Mais là encore, toutes les cours de l'époque s'entichaient de poésie, et de manière parfois bien plus variée. Par exemple, on n'écrit visiblement pas de satire à la cour de Frédéric, un genre pourtant très répandu ailleurs. Mais alors, si vous voulez de la mièvrerie gnangnan, ça, c'est pas un problème. On y va. Jolie mamie, je va guerroyer à la croisade de mestre éloigné. Jolie mamie, me tiens désolé jusqu'en bataille. Mais bon, c'est pas tout ça de parler poésie, il y a du taf. Fin 1231, puisque c'est pacifié et cadré en Sicile, il peut reprendre son éternelle partie de ping-pong et se concentrer sur les affaires de l'Empire. En Germanie d'abord, où il n'a pas foutu les pieds depuis 1220, et en Lombardie ensuite, où les cités ont reformé contre lui la Ligue lombarde à partir de 1226. Empire qui, je le rappelle, ne peut bien se diriger que s'il y a concorde et équilibre entre pape et empereur. Du coup, certes, il vient de faire la paix avec le vieux Grigou, qui en a lui aussi besoin, donc ils vont s'efforcer de collaborer dans les années qui suivent, mais non sans tension et conception différente de la dite collaboration. Or, pour l'instant, les nouvelles d'Allemagne, sous la direction de son fils Henri, sont inquiétantes. En fait, ça sent la crise d'ado, tout simplement. Ok, Frédéric est parti depuis plus de 10 piges en laissant le pouvoir à son rejeton, avec des conseillers pour l'encadrer. Sauf que dans les faits, le fiston n'a quasiment aucune marge de manœuvre, face à un daron qui, même à distance, ne lâche aucune miette de pouvoir. Donc, en quête d'autonomie et d'un pouvoir royal plus étoffé, le jeune Henri a cherché à changer la donne. Quant à la manière, les historiens ne sont pas d'accord. Longtemps, on a dit qu'Henri, pour ce faire, s'est appuyé, en particulier depuis le départ de son père en croisade, sur la petite noblesse et sur les villes, dont le pouvoir grandit depuis le XIIe siècle. Et ce donc pour contrer les grands princes, laïcs ou religieux, qui traditionnellement gênent, ou du moins contrebalancent, le pouvoir du roi des Romains. Donc quand certains des princes reviennent de la croisade, ils constatent qu'entre-temps, les dites villes, notamment celles sous leur autorité directe, ont gagné du pouvoir. C'est comme ça qu'on les remercie d'avoir fidèlement accompagné l'empereur en croisade? Alors même qu'ils ont été particulièrement sympas ces dernières années. L'empereur n'a pas foutu les pieds en Allemagne depuis 1220, Grégoire IX n'a pas arrêté d'essayer de s'attirer leur faveur, mais ils sont restés fidèles à l'empereur quand même. Donc ils apprécient moyennement. De fait, cette alliance d'Henri avec les villes et la petite noblesse risque de liguer d'autant plus les princes contre Frédéric. Là où il a certes toujours favorisé l'essor économique des villes, ce qui était dans son intérêt, mais n'a jamais soutenu leur velléité d'émancipation face à leurs princes ou évêques, sur lesquels reposait la stabilité de son propre pouvoir. Voilà, ça c'est la première version, la plus classique, qui ne fait pas la part belle à Henri, et où en gros Frédéric doit rattraper les conneries filiales. What news of the North? Nothing new, Your Majesty. We've sent riders to speed any word. Plus récemment, d'autres ont plutôt mis la responsabilité sur le dos des princes eux-mêmes, cherchant à tirer profit de la rivalité entre le père et le fils pour renforcer leur propre pouvoir. Ainsi, certains se sont rangés derrière le père, d'autres derrière le fils, créant deux politiques royales contradictoires, qui pire encore ont soulevé une question dangereuse. Il y en a peut-être un des deux qui est inutile du coup, non? Et vous vous doutez bien que c'est pas Frédéric qui va renoncer au trône germanique et donc à l'Empire. Ainsi, dans tous les cas, cette double royauté revendiquée par le fiston risque de brouiller Frédéric avec une partie des princes, ce qu'il ne peut se permettre vu les tensions à gérer au sud avec les Lombards, où en plus il risque d'avoir besoin des troupes allemandes. Il doit donc calmer les ambitions filiales,
fils qui en plus voudrait revenir sur le mariage politique qu'on lui a arrangé, ce petit con, et concéder toujours plus de droits et de pouvoirs au prince pour s'assurer de leur loyauté. Perte compensée par ce qu'il tirait à l'inverse de la Sicile. Équilibriste, toujours. Ainsi, pour gérer ce nouveau merdier germain et continuer la politique amorcée 15 ans plus tôt, il cherche donc à organiser à Ravenne, en Lombardie, en novembre 1231, le même genre d'assemblée impériale que celle qu'il voulait réunir à Crémone en 1226, avec à peu près le même ordre du jour, mais en convoquant aussi Henri pour qu'il s'explique. Sauf qu'entre-temps, il n'y a pas de raison que les Lombards aient changé d'avis. Comme à l'époque, à l'idée que les princes allemands descendent chez eux avec leurs troupes, ils se méfient, prennent les devants, reconstituent la Ligue et bloquent l'école vers l'Allemagne. Heureusement que le pape avait promis de les rendre plus conciliants, dis donc. Après, cette fois-ci, c'est moins catastrophique. Après quelques péripéties, l'assemblée a tout de même lieu vers Noël. Il y a du progrès. Et pour commencer, comme la dernière fois, la séditieuse Ligue lombarde est mise au banc de l'Empire. Sauf que cette fois, Frédéric, entre-temps de plus en plus convaincu de son rôle d'élu de Dieu, commence à se dire, comme Pépé Barberousse avant lui qui avait purement rasé Milan, qu'avec les Lombards, il y a peut-être bien que la méthode brutale qui marche. Ne réveillez pas le Stauffen. Quant au principal intéressé de l'Assemblée, Henri, fouteur de merde s'il en est entre son père et les princes, il est absent. Sans doute d'ailleurs assez simplement parce que, avec les passages alpins bloqués par les Lombards, il peut difficilement venir, bien que ses représentants, eux, y parviennent, bizarrement. Du coup, ce sont précisément ces représentants qui se prennent la double pression princière et impériale de forcer le roi Henri à venir à une seconde assemblée, à Aquilée cette fois, prévue pour Pâques 1232. Et il s'y rend bel et bien. En mai 1232, il doit tenir sa ponctualité de son père. Et d'ailleurs, c'est direct assez tendu entre les deux. Je dis que c'est chaque fois pareil. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'œuf. Si maman avait été là... Oh, arrête avec ta mère, arrête avec ta mère. De fait, c'est pas parce qu'ils se sont pas vus depuis plus de 10 piges qu'ils se tombent dans les bras. Henri doit se soumettre inconditionnellement à son père, qui est même allé demander au pape d'excommunier Henri s'il y contrevient, prêter serment de ne rien tenter contre lui, prouvant ainsi la défiance de son père, reconnaître le pouvoir des princes et accepter à nouveau la tutelle de fonctionnaires impériaux. C'est humiliant. Et de son côté, puisqu'en voulant régler ce problème germanique, Frédéric a malencontreusement relancé le problème lombard, il a d'autant plus intérêt à gérer au plus vite la crise au nord des Alpes. Du coup, rebelote, il profite de la diète pour arroser à nouveau les princes, de concessions et de privilèges. Reste à voir si ça va tenir. Bref, heureusement pour lui que les rapports avec le pape sont alors plutôt bons, et ce notamment parce qu'ils veulent tous deux lutter contre l'hérésie, envisager une nouvelle croisade en Terre Sainte une fois que les 10 ans de trêve seront révolus, et surtout parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Il n'y a pas que Frédéric qui galère. Grégoire est encore affaibli par sa défaite dans le sud de l'Italie, bousculé par les Romains qui ne l'apprécient guère, au point qu'il doit demander la protection militaire de Frédéric, un peu en échange de la promesse de l'excommunication de son fils, si vous voulez, et surtout, il est soucieux de voir l'hérésie s'installer de plus en plus en Italie, notamment entre autres via les réfugiés cathares fuyant le sud de la France, et plus largement en Europe. L'époque, en effet, est plus que jamais à l'effervescence religieuse, avec en réponse aux hérétiques des processions de pénitents, par exemple, mais aussi l'essor des tout nouveaux dominicains et franciscains, soucieux de restaurer l'Église dans toute sa pureté et son humilité originelle. Dominicains et franciscains, à qui Grégoire confie précisément en ce sens les rênes de la nouvelle Inquisition papale à partir de 1231. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Église. The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we'd go away. But the Inquisition's here and it's here to stay. Oh boy, the Inquisition, what joy. The Inquisition, oi, oi. Or, ces problèmes religieux n'ont pas lieu qu'en France ou en Italie. Il y en a aussi en Allemagne. Vous sentez comme ça va coincer? Voilà. Grégoire y envoie en effet un premier inquisiteur, Conrad de Marbourg, ou plutôt Connard. Parce que autant on a beaucoup noirci ce qu'était initialement l'Inquisition, autant lui, pour le coup, c'est un énorme timbré. Il a notamment demandé à Grégoire de fulminer en 1233 la bulle pontificale Vox in Rama, qui pour la première fois décrit les cérémonies diaboliques. La chasse aux sorcières était lancée. Et avec elle, pour la première fois également, la chasse aux chats. Donc j'insiste, Connard de Marbourg. Ainsi, en 1233, s'étant fait connaître en Allemagne pour ses excès de zèle après s'en être pris à des bourgeois, il commence à accuser d'hérésie des nobles de haut rang, ce qui la fout mal. Donc Henri, de retour après s'être fait taper sur les doigts par son daron, prend leur défense et envoie une lettre de plainte au pape en disant que son fanatique en fait peut-être un petit peu trop.
Le problème, c'est que la lettre parvient au pape en même temps que la nouvelle de la mort de Conrad, qui s'est fait fumer dans une embuscade par des chevaliers allemands. Ça y est, ça a coincé. Bon, en réalité, j'en fais des caisses parce qu'il faut bien mettre du suspense au milieu d'histoires pas toujours passionnantes, mais ça va. Ce soufflet religieux retombe bien vite, sans que ça ne parte en vrille entre Grégoire et Frédéric, grâce précisément à ce contexte de nécessité mutuelle. En revanche, ça retense salement la situation entre le fils, qui a pourtant rien fait, et le père, ce dernier décidant de monter en Allemagne, tirer les bretelles du fils indigne. Sauf que du coup, Henri, se sachant pieds et poings liés face à son père qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir royal, pas plus que les princes qui ne respectent pas son autorité, et craignant peut-être même d'être évincé au profit de son jeune demi-frère Conrad, tente à la fin de l'automne 1234 de ralentir, voire empêcher le retour de son père en Allemagne, avant de carrément chercher à s'allier à la Ligue lombarde, voire même à Louis IX de France, contre lui. Le coup est très dur pour Frédéric. Couldn't you wait? Couldn't you trust me? It was all yours. Couldn't you believe that? Will you listen to the grief? Who do you think I built this kingdom for? Me! Daddy did it all for me. But when can I have it, Daddy? Not until we bury you. I loved you. You're a cold and bloody bastard, you are, and you don't love anything. Il n'en va pas moins confronter son fils et en faire un exemple. De fait, un empereur n'a guère la latitude d'avoir de sentiments. Ni une ni deux, comme prévu à Aquilée en 1232, il fait implacablement excommunier Henri par le pape, dont on peut imaginer d'ailleurs que s'il avait eu les mains plus libres, il eût peut-être plus volontiers rejoint l'alliance contre l'empereur. D'ailleurs, puisque la Ligue s'associe ainsi à l'excommunier Henri, faudrait logiquement les excommunier aussi, les Lombards. Mais d'expérience, le pontife préfère toujours ménager ses potentiels alliés contre l'Empire. Mais bref. Là-dessus, Frédéric se rend donc au printemps 1235 en Allemagne, sans armée, mais en sortant le grand jeu pour impressionner plus que jamais foules et princes, avec certes du pognon à gogo, mais surtout sa cour, aussi exotique que son bestiaire, magnifique cortège avec lequel il se baladait sans cesse, danseuses orientales, musiciens d'Afrique, gardes sarrasines, éléphants, chameaux, autruches, léopards, piafs en tout genre, bref, il en met plein la vue aux teutons, qui n'ayant jamais vu de bestiole pareille, le prennent d'autant plus pour un empereur des temps anciens, un souverain biblique, voire même une figure messianique, ou carrément, pourquoi pas, divine. Résultat, en face, son fils rebelle et ses partisans la ramènent plus du tout, et se soumettent aussitôt, à part un château qui résiste un peu, mais bon, on s'en fout. Henri, d'abord forcé de suivre le cortège impérial, doit ensuite être jugé à Worms en juillet. Dépouillé de ses insignes royaux, front contre terre devant son père dans un silence assourdissant qui dure si longtemps, des heures selon certains, que les princes gênés demandent à Frédéric de le laisser se relever, le fils aîné rachète ainsi sa vie, mais pas sa liberté. Il finira sa vie en captivité, d'abord en Allemagne, puis dans le sud de l'Italie, où lors d'un transfert vers une forteresse calabraise, lui et son cheval tombent dans un ravin en 1242, d'aucuns parlant même de suicide. Des analyses récentes ont montré qu'il avait entre-temps contracté une lèpre assez avancée, ce qui n'a peut-être pas aidé son père à le libérer, la lèpre étant alors une maladie infamante. Il n'en fera pas moins enterrer le fils qu'il eut avec son premier amour, Constance d'Aragon, à Cosenza, dans un superbe sarcophage romain antique, et demeurera profondément marqué par cette triste affaire. Mais une fois de plus, il mit la justice et la raison d'État au-dessus de tout, à commencer par ses propres affects. Typiquement, sachant qu'il allait devoir juger et destituer son fils aîné, ce qui impliquait des problèmes de succession, Frédéric a là aussi anticipé dès 1234. Sur proposition du pape, et afin de définitivement mettre un terme à l'hostilité entre Stauffen et Plantagenet, il va épouser Isabelle d'Angleterre, sœur d'Henri III. Et quand donc? Précisément en juillet 1235, à Worms, pendant le procès d'Henri. Grosse ambiance pour celui-ci, qui entend la bamboche pour le mariage de son daron, qui doit définitivement l'écarter du pouvoir tandis qu'il va moisir en captivité. Cela dit, ça vaut pas tellement mieux qu'Isabelle, justement. Comme ses prédécesseuses et les amantes de Frédéric, on n'en entendit en gros plus jamais parler. Il n'était pas du genre à partager l'affiche. Are you sure you can handle the situation? Tricky and all, marrying a man who thinks he's God. Happens all the time. Bref, la situation germanique étant ainsi en passe de se stabiliser, il entérine ça en réunissant en août une diète à Mayence, connue comme la paix publique. Il y fait notamment la paix avec les Welfs, adversaires traditionnels des Stauffen. De nombreuses lois y sont édictées pour imposer la paix publique, notamment aux fils rebelles, histoire de marquer le coup. Certains principes administratifs y sont proposés, et qui font penser à une volonté malheureusement jamais aboutie de faire en Allemagne un travail similaire à celui fait en Sicile. Et surtout, les princes s'y engagent à partir en guerre contre les cités lombardes au printemps 1236,
si d'ici là, elle et le pape n'ont pas trouvé d'accord pour les soumettre à l'empereur. Puis vu qu'à cette occasion des Juifs de l'Empire, considérés à l'époque comme ses serfs et donc entièrement à sa merci, viennent le voir parce qu'on les accuse, pour changer, de commettre des meurtres rituels sur des enfants chrétiens, il en profite pour s'afficher comme le souverain justicier qu'il se doit d'être, manifestant son sens divin de la justitia. Il va ainsi les défendre méthodiquement selon ses rigoureuses habitudes judiciaires. Il fait venir de très loin d'anciens juifs convertis, donc à la fois connaisseurs des rituels, sans être enclins à protéger leurs ex-coreligionnaires. Et le procès aboutit à la conclusion qu'il est relativement absurde d'imaginer un juif pratiquant un sacrifice. Point. Par contraste, en 1242, à l'instigation de Nicolas d'Onin, ancien juif converti, Louis IX fera cramer, après 2 ans de procès et avec la bénédiction de Grégoire IX, 24 charrettes de Talmud et autres ouvrages religieux, soit plus de 10 000 volumes, à une époque où on n'imprimait pas. 2 salles, 2 ambiances. Hey, Torquemada, what do you say? I just got back from the Ordre de Fay. Ordre de Fay? What's an Ordre de Fay? It's what you oughtn't to do, but you do anyway. Bref, dans la même veine de renforcement de son pouvoir et de son prestige, Frédéric assiste dans la foulée à la cérémonie de canonisation d'Élisabeth de Thuringe, proche des humbles et pauvres franciscains, et surtout veuve de son ami et cousin, le landgrave Louis IV, qui était mort en mer au large de Brindisi en 1227, de la même épidémie qui avait manqué de tuer Frédéric. Ainsi, non seulement il démontre une fois de plus aux yeux du monde, après son excommunication, son intérêt sincère pour la religion, et ce d'autant plus quand, comme ici, elle se pratique dans un vœu de pauvreté et d'humilité le plus total. À plus forte raison encore, quand ladite sainte, femme de son cousin, fait donc partie de la MIF impériale. Après, faut-il y voir des fions à moitié déguisés en direction du pape? Eh ben oui et non. À la fois, depuis 1234, on est au max de ce que leur collaboration peut donner, les deux se sont rendus service, et ont tous deux à cœur autant de lutter contre l'hérésie que d'organiser une nouvelle croisade en Orient, ce qui implique donc que l'Italie soit pacifiée avant ça. Donc les ennemis jurés d'hier bossent aujourd'hui bon gré mal gré, main dans la main. Mais à partir de 1235, la situation se tend à nouveau, alors que nul ne semble vraiment le vouloir, conscient que leur précédente confrontation ne leur a rien apporté, contrairement à leur collaboration depuis, ni ne semble savoir comment l'éviter. Initialement, c'est malheureusement d'ailleurs Frédéric qui commence à se méfier du pape, se demandant s'il ne cherche pas à le doubler en Lombardie, ce qui n'est pas complètement faux, voire en Terre Sainte où la position impériale est fragile, malgré les protestations de bonne foi du pape, qui engueule le patriarche de Jérusalem, toujours hostile aux représentants impériaux. Et puis même quand ils visent les mêmes objectifs, ils ne sont pas forcément d'accord sur la manière d'y parvenir. Ils se prennent ainsi la tête sur la manière d'organiser la croisade à venir, ou sur la manière d'obtenir la paix en Lombardie. Grégoire, qui du temps où il était cardinal essayait déjà d'éviter cette guerre, y est ainsi toujours opposé, préférant la diplomatie, tandis que Frédéric, en bon petit-fils de Barberousse, et toujours aussi fan de l'Empire romain visiblement, préfère nous ressortir les grands classiques. Surveille comment évoluent les choses et puis j'aviserai. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Ainsi, comme annoncé à Mayence, on prépare une campagne pour calmer les rebelles lombards. Après tout, Frédéric n'a pas fermement calmé son rejeton pour plier devant quelques cités mal lunées, d'autant plus qu'il pense encore malgré tout pouvoir compter sur le pape pour le soutenir en ce sens, l'hérésie ayant toujours bonne presse dans les dites cités. Mais Grégoire, lui, même s'il n'a guère le choix, et s'avère en soi assez conciliant, soutenant au début la guerre de l'empereur, ça l'arrange pas. Pire, ça l'inquiète. Si Frédéric roule militairement sur les Lombards, comme son grand-père en son temps, son emprise au nord et au sud de l'Italie sera très menaçante pour Rome. Tandis que, si au lieu de ça, il retourne aider les États latins d'Orient alors en difficulté, comme Frédéric semble vouloir le faire une fois la question lombarde réglée, et le laisse lui, le pape, gérer diplomatiquement la situation avec les Lombards, le prestige et le pouvoir de Rome en sortiraient renforcés, autant que la pression sur Rome relâchée. Donc Grégoire presse d'autant plus ses légats pour qu'ils négocient avec les Lombards, qui eux, pour changer, s'obstinent. Oui, c'est redondant, je sais. En réalité, Frédéric cherche moins à faire expier les Lombards dans le sang à tout prix qu'à leur faire peur pour qu'ils reconnaissent son autorité. Ainsi, il maintient ses préparatifs de guerre aussi parce qu'il constate bien que, le pape balisant un peu devant les dits préparatifs, ça accélère visiblement le mouvement diplomatique, ce qui pourrait donc lui éviter une coûteuse campagne, pour laquelle d'ailleurs les princes germaniques eux-mêmes ne sont pas très chauds non plus. Campagne qui n'en prend pas moins aux yeux de Frédéric des allures de guerre sainte autant que personnelle, sans doute d'ailleurs histoire de terrifier encore plus ses adversaires. À l'entendre, il est temps d'écraser ses ennemis de toujours, qui avant ça étaient déjà ceux de son père et de son grand-père, et qui, empêchant la paix de l'Empire, empêchent celle de la chrétienté, dont il se veut de droit divin le plus fervent serviteur. À tel point que même certains rois voisins soutiennent en ce sens Frédéric, écrivant notamment au pape contre les Lombards,
ce qui renforce encore plus le pontife dans son inquiétude face à l'empereur. Se voulant lui l'arbitre suprême de la chrétienté au-dessus des rois, si les 10 rois commencent à se serrer les coudes entre eux autour du plus puissant d'entre eux, ça pue. Peut-être même le pape envisage-t-il alors au contraire de se rapprocher des Lombards, tandis que justement ceux-ci cherchent un nouvel allié depuis la chute d'Henri. En tout cas, début 1236, Grégoire tente le tout pour dissuader Frédéric de partir en guerre, lui rappelant la primauté du spirituel sur le temporel et le fait que l'empereur peut être fait ou défait par le pape. Bref, sans pour autant mordre tout de suite, disons qu'il recommence à élever la voix. Ce dont Frédéric n'a pas grand-chose à carrer d'ailleurs. Épargne-moi tes sermons, mon grand. Ah, tu vois pas dans quelle merde je me débat? Moi, j'ai pas toutes mes journées de libre pour penser aux autres, moi. Oh, bon, oh. Bref, ça n'aura pas duré longtemps, la tentative de concorde. Frédéric, conscient de son bon droit, se foutant donc des mises en garde pontificales, part en campagne en Lombardie à partir de l'été 1236, cramant et pillant rapidement Vicenza comme avertissement aux autres cités de la Ligue. S'en suivent des allers-retours d'allégeance et quelques succès impériaux notables que je vous épargne dans ma grande bonté, et qui permettent à la fin de l'année à Frédéric d'aller gérer quelques affaires germaniques. Toujours le ping-pong italo-germanique, évidemment. Les princes se disent alors en effet prêts à élire son fils Conrad, successeur de l'empereur, qui lui, fidèle aux traditions familiales, cherche même à les convaincre de refiler héréditairement le trône impérial au Stauffen, tant qu'à faire. Vieux projet familial là aussi, qui a toujours fait hurler les papes. Ce qui rassure donc encore moins un Grégoire déjà pas très serein. Pire encore pour le pontife, la campagne lombarde, elle, reprend en 1237 avec une armée germanique et sud-italienne bien plus massive qu'en 1236. Et cette campagne culmine à la fin de l'année avec l'écrasante victoire impériale sur le gros des forces lombardes dirigées par Milan à Cortenuova le 27 novembre. Des milliers de Lombards sont capturés, plus nombreux encore sont les morts, la Ligue a pour ainsi dire perdu son armée. Et alors là, Freddy, c'est son moment. Il fête ça avec un triomphe tout à fait romain à Crémone, éternel rival de Milan bien sûr, où son éléphant traîne le carroccio de Milan, sorte de char trimballant un hôtel portatif et les bannières de la ville, qui symbolisait dans le nord de l'Italie les libertés urbaines, la fierté, la gloire d'une ville, la totale. Le symbole est si fort qu'en dérision, il l'envoie ensuite comme cadeau au peuple de Rome, et peut-être bien aussi, qui sait, comme rappel à l'ordre au pape, justement. Bref, suite à ça, l'essentiel de la Lombardie plie alors bel et bien le genou face à l'empereur, à qui rien ne semble résister. Or, puisque comme le dit son contemporain Henri d'Avranches, il est ainsi David en Syrie, Guiscard en Sicile et Charlemagne en Germanie, d'aucuns parmi les historiens fascinés par le personnage, comme Kantorowicz en son temps, se sont demandé si désormais, dans ses visées impériales, la victoire de Cortenuova ne lui faisait pas miroiter d'être aussi César à Rome. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avez-moi. Après tout, c'est un titre dont il se part déjà depuis longtemps, et qu'il utilise désormais de plus en plus, se comparant ainsi bien plus encore à César qu'au Christ, comparaison qui elle était surtout due à ses courtisans. Il se représente ainsi de plus en plus à la romaine, comme sur la monumentale porte de Capoue, qui était la porte d'entrée de son royaume sicilien, quand on arrivait de Rome, justement. Bref, Cortenuova le conforte dans son délire impérial romain, et sans peut-être aller jusqu'à avoir de vue précise sur la cité éternelle, disons que son prestige et sa portée symbolique, en tant qu'outil de propagande, ça l'attire. Ce qui n'est pas non plus fait pour rassurer le pape, vous vous en doutez. Car il n'est pas le seul à être dans ce délire nostalgique romain. Les Romains aussi. Il n'y a qu'à voir comment depuis un siècle, ils ont ressuscité le Sénat romain, d'abord avec 56 sénateurs, puis, à partir de la fin du XIIe siècle, un seul, devenu chef du gouvernement civil romain. Ouais, un Sénat avec un sénateur, je suis pas sûr qu'ils aient très bien compris le principe. Et typiquement en 1236, peut-être signe de ce même élan nostalgique antique, c'est un sénateur issu du camp impérial qu'ils élisent à leur tête. Comme quoi ils ne tiennent d'ailleurs pas longtemps rigueur à l'empereur d'avoir défendu le pape contre eux peu avant, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait lui-même avec beaucoup d'ardeur. Au contraire, même dans son obsession romaine, il voulait que l'Italie fût dirigée par des proconsuls authentiquement romains, issus des vieilles familles de la cité. Ou du moins a-t-il eu l'intelligence politique de leur faire passer ce message pour les faire mousser. C'est vrai qu'on peut s'étonner de le voir si bien accueillir les velléités d'autonomie des Romains quand on voit comment il en veut aux cités lombardes pour les mêmes raisons. Mais en même temps, de la même manière que les papes se rapprochent des Lombards parce qu'ils sont continuellement opposés à l'empereur, les Romains, eux, s'opposent avant tout au pape, ce qui est fait pour plaire à l'empereur. Bref, tout ça évidemment, la victoire sur les Lombards, le rapprochement entre l'empereur et les Romains, etc.,
Ça menace l'autorité du pape, jusqu'au sein même de l'Église, puisque les cardinaux, inquiets pour celle-ci et l'unité du monde chrétien, cherchent la paix, certains se rangeant en ce sens de plus en plus derrière l'empereur plutôt que derrière le pape. Pape dont ils ont déjà constaté par le passé que l'obstination pouvait coûter cher à l'Église, voire la mettre en péril. Si Frédéric avait voulu, après la guerre des clés, il aurait pu salement mettre le pape et les cardinaux à genoux. Gentiment, il n'en a rien fait. Mais autant pas retenter le diable, du coup. Mais heureusement pour Grégoire, les affaires lombardes sont encore loin d'être réglées. De fait, Milan, la rebelle, tête de proue de la Ligue lombarde, refuse de se soumettre inconditionnellement comme l'exige, un peu connement, il faut le dire, l'empereur, qui est ivre de sa victoire. Et on comprend qu'elle résiste, ils ont bonne mémoire, les gonzes. La haine ancestrale que leur vouent les Stauffen, ils la connaissent. Barberousse avait déjà, en son temps, en 1162, rasé la ville. Donc la soumission inconditionnelle. Les Milanais, c'est non. Ils se méfient, alors même qu'initialement ils ont gentiment reconnu leur défaite de Cortenuova et proposé des concessions que Frédéric a bêtement refusées. C'est donc reparti pour un tour, Milan se fortifie une fois de plus, bientôt suivi de 5 autres cités lombardes, et Frédéric, décidé à leur réserver un sort exemplaire, réunit à nouveau ses troupes. Le but étant une fois de plus, avant tout, de forcer les négociations de paix par la peur. Et puisque selon lui, c'est désormais le principe monarchique même qui est en jeu, il demande carrément des renforts aux autres souverains d'Europe. Alors après, sur le papier, ça peut avoir de la gueule, mais dans les faits, faut se méfier. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Comment, qu'est-ce que je fous là? Vous m'avez dit de venir, je suis là. Bon, je suis en retard, mais j'ai des raisons valables. Mais vous lui avez dit de venir ici? Mais sûrement pas! Vous avez dit de venir avec vos troupes. Bah, elles sont là, mes troupes. Mais où ça, là? Ah bah, dehors, C'est sûr que je vais pas rentrer avec. Vos troupes sont dehors, là? Ben oui. Bon, en vrai, ça marche. En plus donc des troupes impériales et siciliennes qu'il réunit, il est rejoint par des contingents anglais, français, castillans, peut-être hongrois, voire même, dans l'exotique et le moins probable, des byzantins, envoyés par son gendre l'empereur de Nicée Jean III Vatatzès, ou des arabes, envoyés par Al-Kamil. Il envoie tout ça à l'été 1238, assiéger Brescia pendant 2 mois dans le bruit et la fureur, et se fait humilier. La ville ne se rend pas, le siège est levé, et il faut renvoyer tous les contingents autres qu'allemands. Évidemment, du coup, après Cortenuova, c'est une aubaine pour la Lombardie entière, qui reprend du poil de la bête, et pour tous les ennemis de l'empereur en général, nobles ou communs. Autrement dit, sans être ouvertement son ennemi, le pape se frotte les mains aussi. Il aimerait toujours tirer son épingle du jeu, afin tout autant d'envoyer Frédéric en croisade pour avoir la paix en Italie, et de préserver la Lombardie comme tampon entre l'Empire et lui. Or, jusqu'ici, il n'avait pas de marge de manœuvre pour s'opposer à Frédéric. Mais avec cet échec de l'empereur, il est à nouveau en mesure d'imposer sa médiation, et donc selon ses conditions. Les 3 points qui l'opposent à Frédéric concernant la Sicile et l'encerclement de Rome par les terres impérialo-siciliennes sont toujours d'actualité. Ce qui n'arrange donc pas du tout Frédéric, qui, entente cordiale ou pas, ne compte pas céder lui non plus. Ainsi, bien que de façade les rapports semblent toujours bons, les 2 parties restent convaincus du bien fondé de leur position, qui semble de plus en plus incompatible, et fourbissent leurs armes, rhétoriques ou non. Frédéric essaye par exemple une fois de plus de monter les cardinaux contre le pape, ou du moins de traiter directement avec eux plutôt qu'avec lui, leur rappelant que, en soi, la véritable Église, c'est eux, le sacré collège, le pape n'étant que leur représentant, un peu comme les papes s'adressent régulièrement aux princes électeurs germaniques contre leurs empereurs. Tandis que de son côté, le pape se rapproche des ennemis de l'Empire, notamment Venise et Gênes, qui viennent de s'allier, et qui regardent aussi du côté de Milan et des Lombards. Pire encore, défendant toujours les prérogatives impériales, Frédéric rajoute allègrement de l'huile sur le feu, et cette fois avec un nouveau point de litige à la fois entre Pise, son allié, et Gênes, son ennemi, et entre lui et le pape. En effet, il marie cette même année 1238 son fils naturel Enzio à l'héritière de la plus grosse partie de la Sardaigne, qu'il s'empresse de rattacher à l'Empire, refourguant même à son fiston le titre de roi de Sardaigne. Or, un peu comme avec la Sicile, la papauté a depuis longtemps des prétentions sur la Sardaigne. Autant dire que Grégoire IX enrage et tente d'interdire ce mariage, sans succès. Bref, la tension monte ainsi depuis 1235, chacun se rapprochant des adversaires de l'autre, de plus en plus convaincus, voire forcés de croire par les événements, que malgré toute leur bonne volonté, la concorde ne saurait exister entre eux dès lors que leurs missions respectives et leurs intérêts semblent définitivement inconciliables. Sans grande surprise donc, le jeudi saint 1239, le jour même où éloquemment Hermann von Salza, grand maître teutonique qui a passé sa vie à faire la navette entre ces 2 maîtres impérial et pontifical pour qu'ils fassent la paix, le jour même où celui-ci rend l'âme, le pape, prétextant une fois de plus la gestion du clergé sicilien, l'occupation des terres pontificales et 2-3 autres broutilles comme les copinages musulmans de Frédéric, l'excommunie à nouveau.
we do here and now separate him from the precious body and blood of Christ and from the society of all Christians. We exclude him from our Holy Mother Church and all her sacraments in heaven or on earth. We declare him excommunicate and anathema. We cast him into the outer darkness. We judge him damned with the devil and his fallen angels and all the reprobate to eternal fire and everlasting pain. Le souci, c'est que ça n'est pas simplement reparti comme en 40. Enfin, on est en 1239, donc comme en 27 plutôt. Cette fois-ci, tous les curseurs déjà déployés entre 1227 et 1230 sont poussés au maximum dans les moyens financiers investis, les calomnies et la propagande répandues de par l'Europe, les alliances échafaudées ou la violence déployée. Et entre-temps, l'un comme l'autre ayant pris du galon, de la bouteille, etc., ils sont plus convaincus que jamais de la sacralité de leur mission et de la justesse de leur cause. Donc pas près de lâcher du terrain, quoi. Cette fois-ci donc, ce ne sera plus une guerre féodale entre un suzerain et son vassal, ou même une guerre pontificale contre un souverain excommunié. Aux yeux de Grégoire, et comme il essaiera d'en convaincre l'Europe entière, c'est désormais une authentique croisade, peut-être même plus indispensable qu'aucune autre avant elle à la sauvegarde et la sécurité de la chrétienté. Car ça n'est plus une croisade contre l'empereur, le roi de Sicile, l'insolent Puerapullier ou l'orgueilleux Stupor Mundi. Non. C'est devenu une croisade contre l'Antéchrist. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, ou par mail, ou sur Blue Sky d'ailleurs, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je suis aussi sur Blue Sky maintenant, bon après j'y publie rien, soyons honnêtes, hein. J'ai plus l'habitude des réseaux, donc c'est vrai qu'effectivement je publie pas. De temps en temps une vanne, mais pas plus que ça. Mais bref voilà, si vous voulez en discuter, vous pouvez me trouver donc soit dans les commentaires, soit par mail, soit sur Blue Sky. Merci infiniment également à toutes celles et ceux qui soutenaient financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur KissKissBankBank. Ça permet au projet d'exister, ça me permet de vivre accessoirement, ça me permet d'acheter du matos, ça me permet d'acheter des bouquins pour toujours améliorer la qualité du truc. A priori, les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo vont un peu dans ce sens et ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'après avoir fait un sujet très complexe sur les Mongols, je suis revenu à une narration un peu plus linéaire, habituelle sur la chaîne, etc. Mais en même temps, avec la bouteille que j'ai prise sur la série sur les Mongols, notamment en termes d'iconographie, où ce que je vous ai proposé sur Frédéric, a priori, vous a bien plu. Donc voilà, si vous soutenez la chaîne, ça me permet à moi de faire tout ça et d'avoir un contenu de plus en plus qualitatif au fur et à mesure des années. Donc ça, je vous le dois et je vous en remercie vraiment très sincèrement. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne sur l'un de ces deux sites. Je vous en serai infiniment gré. J'espère que cette série continue à vous plaire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la faire avec vous, à l'étudier avec vous et à vous la transmettre. C'est vraiment, ça me tenait à cœur depuis longtemps. Je l'avais annoncé en 2016. Bref, je suis très content de pouvoir enfin faire tout ça. La suite, évidemment, il y aura le troisième volet de cette trilogie qui s'appellera Antéchristus. Ça, c'est bon, vous l'avez compris. Où on finira la grande carrière de Frédéric II et on parlera aussi un peu du sort de ses héritiers et de tout le micmac qui suivra donc au XIIIe siècle. Un peu, pas trop, la vidéo ne fera jamais, je pense, qu'une heure 10 ou 15, un peu comme celle-ci. Et après quoi, nous aurons donc un dernier volet, alors qui ne sera pas un volet de la trilogie à proprement parler, qui sera une sorte de bonus qui à la base était l'origine même de la série, je suis toujours mal le mien, qui s'appellera donc Castel del Monte, puisque nous parlerons de ce mystérieux château qu'il a fait construire dans les Pouilles, et qui a fait rêver, s'intriguer, etc., énormément d'intellectuels depuis tout ce temps-là. On a cherché des sens très différents à ce château. Est-ce que c'était, quelque chose d'ésotérique? Est-ce que c'était quelque chose, de ludique, de curial, etc. Enfin bref, il y a plein d'interprétations possibles sur lesquelles nous reviendrons, puisque moi j'avais filmé ce château sous à peu près tous ses angles quand j'étais allé à Bari voir Bohémond, puisque c'est à côté. Donc j'ai des archives de l'époque. Alors après, c'est filmé avec le cul, soyez honnêtes. Mais bon, voilà. Je t'ai dit, j'ai ça dans les bacs, tant qu'à faire, je vais le faire, etc. Enfin bon, je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois. Donc voilà, et ainsi nous en aurons fini avec Frédéric II.
Après quoi, je voulais annoncer aussi, on pourra refaire un petit tour du côté des voyageurs médiévaux, par exemple, hein, ne serait-ce que Rabban Saoma, dont je parle depuis très très longtemps, et qui avait initié, pareil, la série que je devais faire sur les Mongols. Parce qu'à la base, je voulais juste parler des Mongols pour pouvoir parler de ce voyageur-là. C'est raté. Enfin si, du coup, c'est bien, on a bien parlé Mongols. Il y a lui, il y a aussi Etum d'Arménie, enfin bref, il y a pas mal de voyages sympas que j'aimerais faire. Je vous ai parlé aussi du fait que j'avais bossé dans le cadre du prochain livre de Nota Bene sur les pirates, sur les barbaresques, et donc j'aurais plaisir aussi à faire éventuellement une vidéo là-dessus, sur les différentes régences nord-africaines entre le 16e et le 19e siècle en fait, ce qui nous ferait un retour vidéo pirate, qui serait un peu sympa. Je peux aussi faire à nouveau des vidéos sur des films que je veux faire depuis longtemps, bon, il y a tous les films autour de Genghis Khan, des Mongols, etc. Bon, je sais que vous avez suffisamment bouffé mongol, mais bon, là ça peut être ludique, ce sera à nouveau pareil, en décor, en costume. Bon voilà, il y a pas mal de trucs potentiels à faire. Pour les prochaines échéances pures et dures, donc Antéchristus devrait sortir au mois de juillet, peut-être pas mi-juillet, parce que je vais avoir pas mal de trucs à faire, mais on verra. Sachant que j'ai pas encore trouvé tous les extraits vidéo de la vidéo en question. Je cherche, c'est pas facile. Oui, pareil, ça me tient très à cœur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets beaucoup Peter O'Toole, je mets beaucoup à Beckett et le Lion en hiver notamment, mais Peter O'Toole, vous l'avez aussi vu dans la précédente vidéo, c'est lui qui faisait le pape à la fin. Je me suis amusé comme ça, et là vous l'avez aussi donc dans The Ruling Class, qui est un film très étrange de Peter Medak, qui est tiré d'une pièce de théâtre, où voilà, un personnage se prend pour Dieu. Bref, c'est marrant parce que ça me permet aussi voilà, de revenir sur cette vidéo qu'on avait faite sur Beckett et le Lion en hiver, et de remontrer à quel point Peter O'Toole est génial, et à quel point il s'insère parfaitement bien quand on veut parler de Frédéric II, ce qui me fait beaucoup rire. Donc voilà, je dis ça parce que voilà, j'ai pas fini de trouver les extraits pour l'épisode Antéchristus, mais il est déjà écrit, donc ça va. L'épisode sur Castel del Monte est lui-même pas fini d'écrire, mais il est très très bien amorcé, et puis de toute façon, en vrai, j'ai toutes les infos, il n'y a plus qu'à, donc voilà. Donc voilà, on va avoir un été avec pas mal de publications, je pense. On aura donc a priori une en juillet, et si tout se passe bien, une en août, si ce n'est en septembre, parce que je vais peut-être aussi un peu prendre des vacances, tout simplement. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, quel qu'il soit, depuis toutes ces années. Car effectivement, le 9 août, ça fera 10 ans. Oui, je me répète beaucoup, mais c'est comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous demander, justement, oui, je sais, vous ne voyez pas ma tête, parce que c'est un contre-jour merveilleux grâce à ça, on s'en fout. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez précisément qu'on fasse pour fêter les 10 ans de la chaîne? Moi, j'ai 2-3 idées éventuellement de vidéos, j'ai 2-3 idées comme ça pour marquer un peu le coup. Mais voilà, si vous avez vous-même des envies par rapport à ça, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être enfin un live depuis le temps qu'on en parle, ça peut être une FAQ, ça fait très très longtemps, ça peut être, je sais pas, si vous avez des idées, parce que j'aimerais bien marquer le coup moi-même, voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Parce que quand même, ça se fête, voilà. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, je vous remercie encore une fois infiniment pour le soutien que vous m'apportez sous toutes ses formes. Je vous souhaite, de vous porter bien également pour la suite, et on se retrouve d'ici à peu près, disons, un mois et demi, quelque chose comme ça. Voilà, ciao.